dans la même lignée de ce qu'on a vu ce matin. On a eu la chance de discuter avec Christian sur la disruption, on a parlé de Chief Happiness Officer, on a parlé de Génération Y qui finalement ne veut pas dire grand-chose, l'art du management. Et on va continuer après cette courte pause sur l'entreprise de demain. Donc dans le titre très provocateur, l'entreprise est morte. Mais la question subsidiaire, c'est surtout comment aujourd'hui les entreprises s'organisent. Parce que le numérique a chamboulé énormément l'organisation. Cette nouvelle génération a sorti à des attentes qui sont différentes. Donc là, on fait la deuxième table ronde avec Arnaud Chéniaud, Bertrand Louchez, Selim Sadi, Olivier Langlais. Tu peux te mettre à côté. On fait le même exercice, messieurs. Vous avez quelques minutes pour vous présenter. Olivier. Bonjour, Olivier Langlais, Société Ophélia. Nous, on est basé à Seine-Innopolis depuis maintenant une petite année. On met des responsables informatiques à temps partagé dans les PME de la région. L'objectif est d'être durablement chez nos clients et de coordonner l'outil avec l'usage des collaborateurs de nos clients. Arnaud Chéniaud, je suis directeur des relations extérieures de Nouma. J'étais le vice-président du Silicon Sentier. Et je suis également cofondateur d'une société qui s'appelle Intuiti, qui est un groupe de communication digitale qui se situe sur Nantes, Paris, et puis un tout petit bureau d'une personne à San Francisco. C'est vraiment pour le dire. Ça le fait, c'est pour le dire. Voilà, et je représente Nouma ce soir. Nouma, c'est un accélérateur de start-up, accélérateur de l'entrepreneuriat également, parce on accompagne les corporates à innover différemment, et on est également un espace ou une dimension, un espace d'écosystème où on accueille beaucoup d'événements qui sont liés aux thématiques émergentes. On est présent à Paris, San Francisco, Paris, Moscou, Casablanca, Bangalore et Barcelone et Mexico depuis peu. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'étais avec vous hier après-midi. Bertrand Louchet, je suis directeur de la communication et de l'engagement sociétal d'une jeune start-up de 2 siècles qui s'appelle la Caisse d'épargne Normandie. Entreprise effectivement bancaire la plus ancienne en Normandie, puisque fondée en 1820, mais la plus jeune des banques normandes, puisque dans cette forme-ci qui existe depuis 8 ans maintenant. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci de nous accueillir ici. Donc moi je suis Selim Saadi, je suis cofondateur de Nape Culture, qui est une start-up. Et on travaille notamment sur le management et la co-construction des cultures d'entreprise et sur l'accompagnement de l'évolution des postures des collaborateurs. Alors on le fait de 2 manières, à travers des applications technologiques, des labs expérientiels parce qu'il y a une approche cognitive, intellectuelle, physique, émotionnelle. Et on le fait par du conseil assez classique. Ça peut être auprès de COMEX pour qu'ils incarnent la transformation. Ça peut être faire en sorte que 2 communautés dans une entreprise ou d'entreprises différentes puissent co-construire une culture commune, tirer dans le même sens et être engagées. Voilà ce qu'on fait chez Nape Culture. Que ça. Que ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec un expert en Lego. Il me l'a dit dès le départ, moi, c'est mon métier, c'est mon dada, le Lego. Arnaud, je te propose de nous expliquer, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à lâcher tes Lego? C'est une belle introduction. En fait, le principe, le concept de drop your Lego ou lâcher des Lego, c'est un concept qui est assez intéressant, qui est assez nouveau. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui évoluent beaucoup. Je prends l'exemple de Numa, qui était une structure, donc presque une caricature d'une évolution de structure, puisque c'était une association qui réunissait à peu près une dizaine de personnes, présent uniquement à Paris, dans le Sentier, et qui, en l'espace de 12 mois, est devenue une entreprise. Pour information, donc je vais vous expliquer les Lego, mais c'est intéressant d'avoir ce contexte-là. Pour information, quand on a transformé l'association en entreprise,
On a ouvert le capital de cette nouvelle structure à raison de 12% à la communauté. On a fait une opération d'equity crowdfunding. On a récupéré 1 million d'euros en 44 jours auprès de 330 personnes. On a ouvert une autre partie du capital à des corporates, 35%, et la majorité du capital est dans les mains des collaborateurs de Numa. Sur la même séquence, sur les 12 mois, on a ouvert les pays que je vous ai cités tout à l'heure. Et on a réussi, et ça on pourra en revenir aussi, et je pense que c'est un énorme, c'est vraiment l'enclenchement de toute la suite de ce qui est en train de se passer au niveau des organisations. L'innovation dans les sociétés, qui est un enjeu phénoménal, se fait par la provocation d'une forme d'inconfort. L'innovation se fait lorsque vous créez une situation de risque pour vos entreprises, et aujourd'hui les entreprises sont plutôt dans le contexte fait qu'elles sont facilement dans des situations de risque, mais si vous provoquez cette situation de risque, si vous arrivez à faire en sorte que les sociétés doivent se réinventer pour répondre à ces grands enjeux, alors vous serez sur une véritable dynamique d'entreprise de l'avenir et vous aurez à réfléchir à votre organisation qui doit également s'adapter. Alors, quand on est dans ce contexte-là, donc Numa s'est mis totalement dans ce risque-là, apparaît quelque chose qui arrive sur le concept de lâcher ses Legos, c'est-à-dire que vous êtes sur une structure qui va évoluer très vite, qui va être un risque maximum, et qui va, à l'intérieur de cette structure, avoir des gens qui étaient confortablement installés depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Une personne qui va gérer la communication, une personne qui va gérer la partie communauté, une personne qui va gérer l'innovation. Et ces personnes-là ne se sont jamais réellement posé la question de savoir si elles étaient capées dans l'évolution qu'allait avoir l'entreprise face à cette nouvelle situation. Le concept de drop your Lego, c'est de dire que si vous voulez que votre organisation elle évolue, il faut arriver à faire en sorte que les gens qui participent à votre aventure depuis le début soient en capacité de lâcher, comme des enfants, les Legos qu'ils ont entre les mains, avec lesquels ils ont commencé à construire des choses, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, parce qu'il va falloir donner ces Legos à ces autres personnes qui elles-mêmes vont être peut-être meilleures que les premières pour amener l'entreprise à un deuxième niveau d'enjeu. Et c'est pas très grave parce qu'il y aura d'autres Legos qui vont arriver, qu'on va redonner au premier et il va reconstruire un autre rôle. Ça veut dire que pour ces entreprises, il faut qu'elles aient la capacité, alors au niveau des employés, des personnes qui sont collaborateurs, on parle de Lego cette fois-ci avec l'accent, il faut minimiser l'ego pour pouvoir lâcher ses Lego. Et il faut que l'entreprise ait la capacité d'offrir à ses collaborateurs des évolutions qui soient en adéquation avec leur talent, avec ce qu'ils savent faire et avec une vision qui est extrêmement claire. Et c'est un véritable enjeu, et quand on parle de transformation d'entreprise, là on touche quelque chose qui est cette capacité presque organique des entreprises à évoluer, à faire évoluer ses collaborateurs en leur disant assez clairement, non, vous n'êtes plus la personne qu'il faut nécessairement, on va faire en sorte que vous le soyez, mais à terme, vous n'êtes peut-être pas la personne qu'il faut sur ce rôle-là dans la nouvelle vision d'entreprise, mais ce n'est pas très grave, on va vous donner d'autres opportunités et on va recruter, on va amener d'autres personnes, d'autres collaborateurs, d'autres talents pour faire augmenter cette boîte. Un jour, je finirai là-dessus, on fait beaucoup de mentor sessions avec les start-upers et on avait invité Paulin de Menton, qui est le patron de Drivey, et il avait dit à un des start-upers, et ça avait pas mal marqué, il avait dit, lorsqu'on est une petite structure et qu'on nomme assez rapidement des gens à des postes importants, par exemple CMO, eh bien, on va être coincé à un moment parce que notre société va évoluer et peut-être que les enjeux de la société ne vont pas être adaptés au profil de la personne qui a été nommée CMO. Et donc, il faut peut-être attendre un petit peu avant de nommer des postes prestigieux. Et ça revient à cette idée de lâcher ses Legos, ça revient à cette idée que les gens, pour les faire évoluer avec l'entreprise, il faut qu'eux, ils fassent un effort, qu'ils comprennent bien leur position. C'est pas très grave s'ils ne seront pas patrons numéro 2 ou numéro 3 de la structure, c'est de savoir comment eux ils peuvent contribuer véritablement à l'évolution de cette structure et à l'impact qu'elle doit avoir. Voilà, c'est ça, lâcher ses Legos. Super. Merci beaucoup. Bertrand, toi qui es dans une structure un peu plus... La vieille économie, c'est ça. Voilà, je n'osais pas faire la blague, mais effectivement, la vieille économie, et je pense que c'est extrêmement parlant, je suppose, pour des organisations dans lesquelles tu travailles. Oui, alors c'est vrai qu'on vit, alors c'est vrai que le mot à la mode, c'est le mot transformation, hein. Il n'y a pas une journée où on ne le lit pas, on la vit nous aussi. On l'a vécu par paliers.
Je disais tout à l'heure, c'était un peu la joke, c'est-à-dire que nous sommes à la fois la doyenne et la plus jeune des banques normandes. On s'est créé dans cette forme-là en 2008 par fusion de 2 entreprises. La fusion juridique, c'est le mois de juin 2008. La bulle financière explose au mois de septembre 2008. Super, conjonction des astres parfaite. Et l'entreprise s'est pour autant construite très très vite. Et elle est devenue performante assez rapidement. Et on a constaté en 2011-2012, j'allais dire, une espèce de crise de croissance qui venait de deux causes. Un, justement, qu'on avait été très très vite, et tu as parlé du sens, on n'avait peut-être pas non plus travaillé suffisamment sur cette notion-là avec l'ensemble des collaborateurs. Et puis, un environnement qui évidemment est en mutation absolue, puisque nous avions traditionnellement comme concurrents des banques. Maintenant, nos concurrents, ils sont extrêmement divers. Ça peut être à la fois Apple, mais ça peut être aussi des fintechs. J'en profite d'ailleurs pour dire que pour ce qui concerne Apple, on a pris le taureau un peu par les cornes, puisque nous serons le groupe, et la Caisse d'épargne sera le premier groupe bancaire à distribuer dès la rentrée Apple Pay. Donc j'en profite, je ne boude pas mon plaisir pour vous donner cette information-là. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on continue comme ça et qu'est-ce qui va se passer, à la fois sur le plan du sens, et comment est-ce qu'on évolue aussi par rapport à un environnement bancaire, un environnement technologique qui a aussi bougé. Et puis le troisième point, c'est les clients. Les clients, ils ont bougé beaucoup plus vite que nous. Eux, ils ont évolué beaucoup plus vite que nous. Ils sont devenus digitaux avant nous, très clairement. Et il y avait aussi ce décalage. Donc on travaille sur tous ces champs depuis 2011-2012. On a créé une direction de la qualité de vie au travail, avant que d'autres réfléchissent à ce concept-là, mais ça a été un choix fort du président du directoire, qui a fait aussi sa révolution, parce que ce n'était pas forcément dans sa culture de banquier, clairement. Et puis on a travaillé sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est ne pas oublier que nous avons des clients. Donc on s'est reposé la question de notre mission, et notre mission, on l'a définie comme être utile à nos clients. Alors ça paraît très simple comme ça, mais quand on tire un peu le fil, c'est un fil qui est très compliqué, et on a essayé de le décliner jusqu'au bout. Et puis on s'est dit, mais pour être utile à nos clients, il faut aussi que nos collaborateurs se sentent beaucoup mieux dans leur boîte, beaucoup mieux dans leur job. On a d'ailleurs créé un label qui s'appelle « Bien dans ma boîte, bien dans mon job ». Et on a beaucoup travaillé autour de ces dimensions. Donc beaucoup de dimensions de sens, redonner le sens, pourquoi, et d'où le travail de la mission, mais je pense que tu interviendras là-dessus après. Travailler sur des nouvelles formes justement de collaboration au sein de l'entreprise. Donc il y a tout un tas de réflexions qui sont actuellement menées, d'expérimentations qui sont actuellement menées avec mes camarades là, qui sont dans les gradins notamment. On est en train d'expérimenter deux choses, notamment. On est en train d'expérimenter la transformation de nos espaces de travail en espaces de coworking, ce qui est quand même pas super simple dans un établissement bancaire. Alors, on ne le fait pas que dans les services administratifs. Alors, moi, j'essuie un peu les plâtres, mais j'en suis ravi, puisque voilà, c'est ce qu'on vient de faire dans l'équipe que j'ai le plaisir d'animer. C'est que j'ai fait tomber toutes les cloisons. Et voilà, on est sur un mode qui est beaucoup plus collaboratif qu'avant, mais on le fait aussi dans nos agences. Donc on est en train là d'expérimenter des agences dites collaboratives où les collaborateurs se retrouvent dans un seul et même lieu pour partager ensemble sur leur façon de traiter le client, leur façon de régler les situations. Et les premiers retours qu'on en a sont extrêmement positifs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point sur les collaborateurs et sur le travailler autrement, c'est qu'on a aussi beaucoup réfléchi à ce qu'on pouvait aussi apporter en termes de services aux collaborateurs, parce que pour qu'ils soient bien dans leur boîte, il faut aussi qu'ils soient un peu plus détendus dans leur vie quotidienne, si j'ose dire. Donc on a travaillé sur un certain nombre de choses, la mise en place de conciergerie, y compris de conciergerie connectée d'ailleurs.
Et puis, on travaille aussi beaucoup en ce moment, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire autrement sur le digital, mais plutôt sur la culture, parce qu'on est vraiment là dans un champ qui est totalement d'acculturation. Moi, je ne crois pas, et on en parlait hier, au digital natif. Je pense pas. Pour moi, c'est une idée qui n'est pas si simple que ça. On n'est pas tous naturellement digitaux, et on le voit bien d'ailleurs, parce que c'est pas forcément les jeunes qui sont les plus digitaux d'ailleurs. Il faut essayer de voir clair autour de ça. Mais en tout cas, les pratiques digitales sont très très diverses, et quand on est une boîte de près de 1900 collaborateurs, il y a quasiment 1900 façons différentes d'aborder les choses. Donc on a pris le taureau par les cornes, et puis on travaille avec une boîte qu'Arnaud connaît bien, qui s'appelle Keeple. Et là, on est en cours de réalisation. On est en train de réaliser un diagnostic de maturité digitale de l'ensemble de nos collaborateurs. On le termine à la fin de la semaine. Et on a, je crois, 82%, Guillaume, c'est ça? C'est même encore plus que ça? 85, 90, 85? 85% des collaborateurs qui viennent déjà de réaliser ce diag. Et ça, c'est extrêmement important. Et on va maintenant pouvoir trouver des solutions d'accompagnement pour continuer à les acculturer au digital. Donc la transformation, elle est vraiment diverse. Et donc ça passe à la fois par des nouvelles formes de travail, d'organisation et puis de culture digitale. Olivier, on parle de culture, on parle de formation. Oui, c'est ça. Je pense que toi, sur une structure un peu plus petite, tu vas peut-être nous donner, toi, ta vision de la chose et vis-à-vis de toi et surtout de tes clients. Alors nous, on a deux cas. On a le cas de nos clients. On est sur une cible PME et en fait, l'expérience collaborateur n'était pas forcément au centre du débat il y a quelques années. On parlait beaucoup de l'expérience client, on mettait beaucoup de moyens pour conquérir des nouveaux marchés, suivre le client et communiquer avec lui. Mais par contre, on avait des collaborateurs en interne qui utilisaient assez mal leur outil. Donc le but a été d'amener dans ces PME-là de l'accompagnement, du changement pour utiliser l'outil, leur amener une meilleure expérience à ce niveau-là et leur permettre d'utiliser simplement ou en tout cas de faciliter les freins qu'on pouvait rencontrer service par service, collaborateur par collaborateur, puisque en effet il y a quasiment autant de cas que d'utilisateurs selon les moyennes d'âge, selon les services, selon l'utilisation. L'avantage du numérique, c'est qu'on est en transverse sur toutes les fonctions, donc ça permet vraiment de faire un gros tour de l'entreprise. Et ça, c'est un réel plus pour les PME qui du coup, gagnent en confort. Leurs collaborateurs sont plus à l'aise à échanger avec les clients, au final, puisqu'ils ont eu un meilleur dynamisme sur le numérique. Et dans l'idée, on est présent durablement chez eux pour vraiment les accompagner dans ce sens-là, sans forcément révolutionner l'infrastructure ou les logiciels en place. Est-ce que tu as remarqué des freins par rapport à ça? Du moment où tu arrives, tu rencontres un patron de PME, donc on n'est pas du tout dans la même structure. Une PME ne peut pas se permettre non plus de prendre des consultants à tout va, mais le patron que tu rencontres, quel est son premier frein? Il y a le frein de la techno en lui-même, où ce n'est pas son cœur de métier, et en effet, il entend beaucoup de discours différents, des différents commerciaux qui passent, et en plus, on est dans un domaine d'activité où il y a une multitude d'acteurs, puisque le système d'information d'une PME, à l'heure actuelle, c'est 5, 6, 7 sociétés différentes de prestataires. Donc pour coordonner tout le monde et arriver à synthétiser le discours des différents commerciaux qui passent le voir, il y a un travail de fond à faire. Donc le frein, c'était ça. C'était pendant des années, ils ont pensé que la révolution, et en tout cas l'évolution informatique, c'était le changement du parc, le changement des serveurs, l'obsolescence à 3 ans ou à 5 ans des différents domaines. Là, on essaye d'amener, et ça commence à venir dans les discours, sur l'utilisation de l'outil, puisqu'en fait, le constat était qu'ils avaient tous la puissance et les logiciels nécessaires pour faire ce qu'on fait à l'heure actuelle avec eux. Là, on a quasiment rien changé. Donc, mais juste, on a utilisé différemment et on a accompagné les utilisateurs. Et côté dirigeant, il a une vision un peu plus claire de l'accompagnement et de l'apprentissage de ses collaborateurs. Célim, quand tu entends tout ça, culture, management, éco-construction, ça te parle, je suppose? Oui, il y a plein de
des choses que je traite, qu'on traite au quotidien et qui reviennent dans ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Parce que c'est ça la question maintenant. Je vais vous parler, je vais essayer de faire ça en 5 temps. Je vais essayer de rien oublier et de vous parler un peu de moi, un peu de Nape. Dis-nous ce que ça veut dire, Nape. Moi, j'étais étonné. Hein. J'avais prévu pour la fin. Ah, Ça te dérange pas? C'est non, ok? pas du tout. Non, super. Donc, parler un peu de moi, parler un peu de Nape, de ce qu'on fait, du contexte aussi, qui est vachement important, qui a commencé à être décrit là. Et donc, parler de l'acronyme Nape à la fin, justement. Donc, moi, j'ai 34 ans aujourd'hui d'expérience et en même temps, c'est mon âge, donc ça tombe bien. J'ai la chance ou l'opportunité d'être triculture. Donc par mon père qui est kabyle d'Algérie, donc berbère, qui a une culture multimillénaire. Je suis donc kabyle berbère d'origine. Gascon du sud-ouest de la France par ma mère. Je ne sais pas si Gascon ça parle à tout le monde, hein, c'est l'Aquitaine. Voilà. Et bien sûr international, un peu comme vous toutes et tous ici, par les médias, par le web et par tous ces moyens de communication, par l'entertainment entre autres. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des sociologues, des anthropologues, des journalistes, des hommes politiques et des historiens sur ces questions du rôle de la culture dans les sociétés, notamment la société algérienne, mais aussi la communauté berbère en France. Et il y a 1 an, pour finir de dresser mon portrait, j'ai fait une thèse à HEC en Executive Education sur le rôle de la culture comme levier de performance pour les organisations aujourd'hui et demain. Voilà. C'était un vaste sujet, ouais, en effet. C'était compliqué. Et donc ça, c'est pour moi. Pour parler de Nape, alors donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on travaillait sur 2 dimensions, qui étaient l'empowerment, la formation et le conseil en management de la culture. On le fait donc de 2 façons. Je l'ai dit aussi, lab expérientiel et conseil plus classique. Je vais donner 3 exemples de missions. Ça parle bien. On a travaillé pour Engie, ex-GDF Suez, sur réenchanter le parcours candidat. On a travaillé pour le groupe Point Vision, on a accompagné 60 secrétaires médicales sur être plus patiente-centrique, parce que c'est la patientèle, et travailler sur leur intelligence émotionnelle, à travers des labs aussi. Et là, récemment, on a travaillé, et on travaille toujours avec une organisation internationale sur comment co-construire une culture commune. Donc on travaille avec 300 collaborateurs. Voilà, ils sont un peu plus nombreux, mais nous, on a que ça sur 300 collaborateurs. Le contexte global, en fait, qui fait qu'on aborde ces sujets-là aujourd'hui, même si ça a commencé à être dit, nous, notre vision, et on croit profondément, et on observe qu'aujourd'hui, il y a plusieurs items. Le premier, c'est que les États, les nations, les États-nations, on a l'impression qu'ils sont en train de disparaître, un petit peu. Et qu'en tout cas, ils ne remplissent plus leur rôle de sécurité, ils ne sécurisent plus et ils n'arrivent plus à proposer un projet de société qui a du sens. Tu parlais du sens tout à l'heure. Et donc ça, c'est compliqué pour les citoyens. Je pense que chacun, on le vit quotidiennement. Les cellules familiales aussi qui changent complètement. L'éclatement géographique, par exemple, des familles, avec les jeunes qui vont travailler à l'autre bout de la planète de plus en plus et de plus en plus jeunes. Et les familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses, etc. À côté de ça, il y a les gaps intergénérationnels, technologiques, par exemple. Chaque génération a ses outils. Même plusieurs outils. Et donc, dans une même génération, on peut avoir d'autres mini-gaps. Et donc, ça pose problème. Et nous, en constatant tout ça, en fait, on se dit que l'entreprise, les organisations, elles ont un nouveau rôle à jouer. Donc, celles qui ne prendront pas ce rôle-là, bras-le-corps, je pense qu'elles sont vouées à disparaître. En tout cas, nous, c'est notre vision de la chose. Et donc, l'entreprise, elle ne doit pas être paternaliste, s'occuper des collaborateurs, comme ça a pu l'être à une certaine époque, et encore dans beaucoup d'entreprises familiales, par exemple. Mais pour nous, elle doit être bienveillante et surtout permettre aux collaborateurs de s'épanouir et de lui proposer ce que ne lui propose plus le contexte sociétal. Ça tombe bien parce que nous, au quotidien, on s'occupe de ça et on construit la culture. Et en fait, je vais vous expliquer un peu comment on peut le faire en vous donnant un exemple et avant de vous expliquer ce que veut dire Nape. On a organisé un lab expérientiel récemment pour une 40aine de groupes français. On avait une population assez variée de DRH, de DG, de responsables des ressources humaines. Et l'idée, c'était de leur faire expérimenter ce qu'est le management par la culture. Et on a... alors, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, quand ils sont arrivés, on leur a dit de faire 3 choses pour mettre en place un cadre disruptif.
On leur a dit, premièrement, vous enlevez vos pompes. Tout le monde en chaussettes. On avait prévu des chaussons pour les chaussettes trouées. D'ailleurs, on a failli vous le faire, mais on s'est dit que ça allait prendre trop de temps. Ensuite, on leur a dit, c'est tutoiement obligatoire. C'était la loi XYZ. La loi d'avant, c'était libérer vos pieds. Franchement, moi, au bureau, je travaille pieds nus, enfin, en chaussettes. Ah ouais. Parfois pieds nus. Et je trouve ça très agréable. Ça, c'était la deuxième règle. Et la troisième, c'était quoi? Je ne me rappelle pas, j'ai un trou. Bon, il y avait 3 règles en tout cas, voilà, qui faisaient qu'on brisait les postures, les habitudes. Enlever le pantalon. Non, on ne faut pas aller jusque-là. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais, il faut prévoir des shorts, je suis d'accord. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que là, on est arrivé avec une... Je vous ai juste parlé de l'introduction, mais l'introduction était très forte parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était une disruption, ça mettait un cadre, ça racontait notre culture, ils l'expérimentaient en live, et finalement, ça a permis de gagner énormément de temps dans leur transformation à eux, puisqu'après, on a fait 2 sondages agiles, ce que nous, on appelle des sondages agiles, c'est quelque chose de très simple aussi, c'est qu'on leur a demandé, pour eux, parce que c'était un événement à but semi-commercial. Je mets le cadre. Et donc, on leur a demandé quelle était leur perception de l'importance du management par la culture aujourd'hui. Et donc, il y avait 50% qui ont dit nous, on est sceptiques, voilà, on attend de voir, hein, prouvez-nous. Et 50 autres % qui disaient ouais, nous, on est convaincus, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Bon. Donc, on a fait ça tout au début. On leur a fait faire des exercices, des workshops, on a fait intervenir des gens qui les ont inspirés, qui leur ont redonné de l'énergie. Pareil, l'énergie, c'est un truc qui est central quand on veut aider quelqu'un à se transformer. Souvent, on met des plans en place, on met des tas de méthodes, d'outils, etc. On met du coaching, alors qu'un des premiers éléments, finalement, à générer, c'est l'énergie. Parce que quelqu'un, même qui veut changer, qui se donne à 100%, s'il n'a pas l'énergie pour ça, il n'y arrivera pas. Alors, il n'y a rien de plus frustrant, et ça, c'est pire que le burn-out, c'est le blackout. Et donc, je disais ça, j'ai fait une digression, et je parlais de pantalon. Non. Moi, je reste toujours focus sur ce que tu me dis. Le sondage agile. Voilà. Et donc, à la fin, ou un peu avant la fin, avant le networking, on leur a dit, bon, voilà, maintenant que vous avez participé à ce lab expérientiel, quelle est votre posture? Est-ce que vous avez fait évoluer votre posture? Eh bien, on avait 98%. Et il y avait une journaliste et je crois quelqu'un qui a dit, moi, je le fais pour le principe. Voilà, je ne bouge pas, je suis comme ça. Mais 98% étaient persuadés et voulaient travailler avec nous. Et pour que vous ayez quelque chose d'encore plus concret, derrière, ça nous a généré, je crois, 15 rendez-vous commerciaux avec des gens hyper convaincus qui attendaient que de travailler avec nous. Et ça, on a réussi à le faire en leur faisant vivre ce qu'est notre culture, en fait. Et donc ça, c'est pour vous montrer l'impact que peut avoir une culture. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Il reste un point. Alors, c'est Naïp, c'est ça? Ouais. Ok. Ce qui est essentiel pour nous, mais je pense que vous avez plus ou moins compris, là, on est en B2B aujourd'hui. On travaille donc avec des applications mobiles, des labs, etc. Mais on s'adresse à des entreprises, plutôt grandes entreprises et ETI, grosses PME. Et à moyenne échéance, en fait, on veut aller sur le B2C en développant des applications destinées à tous les collaborateurs des grands groupes. Donc là, je me tourne un peu vers toi. C'est notre vision des choses, il y a pas mal d'études qui le disent. Le revenu universel qui a été soumis à référendum en Suisse il n'y a pas longtemps peut être une piste qui accrédite ça. Beaucoup de grands groupes, type Engie, etc., vont se séparer d'une grande partie de leurs collaborateurs à terme et garder l'essentiel, pour eux, les talents, avec la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, etc. Et donc ça, nous, on veut l'anticiper. Et on veut proposer à tous ces collaborateurs qui seront des laissés pour compte sur le marché du travail, s'il existe encore, c'est pas sûr, on veut leur permettre d'avoir des applications et des outils qui leur permettent de se réinventer, de changer facilement de métier, en passant par d'autres outils que les choses simples qui existent comme les MOOC ou les e-learning aujourd'hui. Et donc là, on est en train de lever des fonds auprès d'investisseurs. Et dernière chose avant de t'expliquer ce que c'est Naïp, c'est que dans notre culture, qui est très forte, par exemple, on ne travaille pas avec les banques spéculatives. On ne travaille pas avec une partie de l'industrie pharmaceutique. On ne travaille pas avec l'armement. Et ça, on a refusé des contrats déjà par rapport à ça. Donc on s'est mis en danger. Mais pour nous, sur le moyen terme, on sera gagnant. Et ça nous le prouve chaque jour puisque ça marque les gens. Et après, les gens se rappellent de nous pour ça et pour ce qu'on fait et nous recommandent plus facilement. Et généralement, quand vous vous affirmez comme ça, donc vous affirmez votre culture, les gens vous respectent plus et ont envie de travailler avec des gens inspirants comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et NAPE, ça veut dire... Ça résume très bien en fait notre mission statement. Ça veut dire Near all people on earth, près de chaque personne sur Terre.
Voilà. Merci. Donc il est très bavard, mais vous pouvez le revoir cet après-midi à 14 h lors du workshop, donc n'hésitez pas. Il aura un peu plus de temps. Ce que je vous propose, des questions du public. Bonjour, Martine Leroy. Moi, j'ai une question directement pour Selim Saadi, parce que je suis désolée, mais je ne pourrai pas participer au workshop de cet après-midi. J'aimerais des éléments et des expériences concrètes sur l'énergie. Merci. Je ne sais pas si on a prévu une deuxième table ronde sur ce sujet. L'année prochaine. L'année prochaine, vas-y. Ok. L'énergie. Je pense que quand on me pose cette question, généralement, il y a des choses qu'on a tous rencontrées, qu'on a tous fait dans nos vies. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. La première, c'est observer un peu le cadre familial ou le cadre dans lequel on a grandi et voir quelles sont les personnes qui ont finalement aidé à changer nos vies très fort. Des fois, vous rencontrez quelqu'un et ça vous change la vie parce qu'il vous donne soit une meilleure connaissance de vous, en vous questionnant, en vous interrogeant, peut-être en incarnant quelque chose, il vous donne des idées, il vous donne des rêves, etc. Donc ce côté rencontre, pour moi, il est essentiel, c'est-à-dire le rapport humain. Et typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite des gens qui sont inspirants, on les appelle les inspirants, on ne les appelle pas consultants, on ne les appelle pas les experts, on les appelle des inspirants. Parce que pour nous, ils vont incarner, déjà, ils vont être très authentiques, c'est vachement important, ils vont être très alignés, ils vont transpirer ce qu'ils racontent, et ils vont donner envie à l'ensemble des gens qui les écoutent et qui partagent avec eux de les suivre dans une direction. Donc ils ont une forme de leadership naturel, leur donner envie de bouger les lignes, leur rappeler que c'est possible. Et typiquement, quand on a une intervention, par exemple, avec une population de développeurs, on va leur ramener un inspirant de chez eux, un développeur qui a réussi à changer de posture, qui a réussi à adopter des comportements qu'eux-mêmes pensent qu'il est très difficile d'adopter. Et il va leur prouver, en l'incarnant et par A plus B, donc intellectuellement, émotionnellement, physiquement, par sa présence, etc., que c'est faisable. Voilà, ça c'est une chose qu'on utilise, un des leviers pour donner de l'énergie aux gens. Une dernière question. Bonjour. Question pour Arnaud. Tu peux te lever, s'il te plaît, te présenter. Il est déjà debout, pardon. La bonne blague. Je vais te mettre un 2 Je compatis sur 10. Greg Simon-Klein. Question pour Arnaud. Quand tu fais ton transfert de Lego, comment tu présentes la chose? Tu dis ton Lego est trop gros pour toi et je vais t'en donner un plus petit, ou tu sais plus jouer au Lego? Non, je pense que sur ce principe-là, il y a deux choses très importantes à avoir en tête. La première, c'est que pour pouvoir... Parce qu'on est... Alors, on va toucher chez les gens, on va les mettre dans des incertitudes, on va les mettre dans des situations qui sont un peu inconfortables quand même. Et donc il y a un point de rassurance qui est absolument clé, qui est de transmettre la vision de l'entreprise. Si vous avez une vision qui n'est pas très claire, si vous allez juste voir quelqu'un en disant, je caricature, écoute, en fait, on a trouvé quelqu'un de meilleur que toi, donc toi tu sors et puis on va mettre une autre personne, ça ne fonctionnera pas. Là, vous aurez des conflits sociaux et vous aurez un effet qui sera inverse à celui que vous voulez provoquer. Ce qu'il faut pour pouvoir enclencher cette dynamique-là de transformation des sociétés, c'est avoir une vision extrêmement claire, avoir une vision partagée. Donc il y a un travail en amont qui est un travail d'échange, de discussion, de dire voilà les gars, les filles, voilà où on veut aller, voilà les grands enjeux sur lesquels on veut structurer l'entreprise, et d'amener petit à petit, vous pouvez vous faire, moi je le conseille de vous faire accompagner par des personnes extérieures qui vont amener une prise de conscience des personnes clés de l'entreprise, qui d'elles-mêmes, moi je l'ai vu de nombreuses reprises, vont arriver en disant à un moment, je pense que pour pouvoir faire évoluer la structure, ma place n'est pas forcément ici. Et c'est beaucoup plus facile quand les intérêts sont communs, et donc beaucoup plus facile, et ça amène des vrais... On pourrait en faire une vraie conférence, parce que ça amène de vrais éléments et de vraies conditions qui sont, par exemple, que c'est beaucoup plus facile quand vous avez une structure sur laquelle vous avez une partie des gens qui est intéressée au capital.
puisqu'il y a quelque chose de commun qui se crée. Et lorsqu'on est intéressé à quelque chose de plus grand, on va sortir de ces enjeux plus minimes et de cette vision un peu court-termiste. Donc une vision extrêmement claire, une compréhension de la part des collaborateurs de l'endroit où vous voulez aller. Et puis je pense qu'il faut, et je finirai là-dessus, je pense qu'il ne faut pas oublier un point essentiel de cette transformation entreprise est morte, vive l'entreprise. Moi je pense qu'aujourd'hui on parlait de sens, on parlait de... Les enjeux du monde ont quand même changé. L'actualité d'aujourd'hui, de ce matin, montre encore que rien n'est certain. Et on est sur une logique où je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs, les salariés ont cette envie d'entreprendre, pas forcément d'être entrepreneur avec sa propre société, on connaît aussi le contexte qui est compliqué, mais d'être peut-être intrapreneur, donc de pouvoir que les sociétés offrent la capacité à ses collaborateurs de prendre position et de la transformer de l'intérieur. Et si vous prenez en compte le fait qu'il y a cette intention-là, ce besoin de sens, cette envie d'entreprendre, alors vous pouvez plus facilement amener les gens à lâcher des Legos qui ne sont pas forcément les bons pour eux, pour en pouvoir en prendre d'autres. Voilà, donc vision, et puis tenir compte de cette idée d'entrepreneuriat qu'il faut alimenter et qu'il faut peut-être même sublimer, à mon avis. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir parce que je pense que là, sur cette table ronde aussi, on a eu de très bons niveaux toute la matinée. Et là, vous avez aussi une approche qui est très pragmatique. Merci messieurs, merci beaucoup.